Olivier Régis. Alors Olivier Régis est le président du Forum pour la gestion des villes et des collectivités locales et territoriales, association d'élus, mais je crois qu'il va avoir la gentillesse de nous rappeler ce qu'est le Forum. Nous avons souhaité qu'Olivier conclue cette réflexion, ces débats, tout simplement parce qu'il est attentif comme président de ce think tank, je commence à dire un peu ce que c'est, lieu de formation et d'information des élus. Il est attentif à tout ce qui peut faire avancer la relation entre les villes et les habitants des villes, et en particulier les habitants, les occupants des immeubles résidentiels en copropriété. Alors, Olivier, mais je vais te laisser cette place, si tu veux bien. Tu préfères ? Bon. Donc, donne-nous ta vision de ce sujet. Est-ce qu'effectivement, prendre de la hauteur, c'est se mettre à l'échelon, à la maille des collectivités locales, de nos villes, et de leurs gouvernants, des maires. On en parlait il y a 2 jours à la faveur d'un colloque qui évoquait la gouvernance des villes. Le numérique a été abordé, ça a été un thème important de ce débat. Voilà. Est-ce que c'est une préoccupation, peut-être plus que ça déjà chez les élus ? Est-ce que les élus voient dans le très haut débit la possibilité d'une modification de la relation avec les administrés ou les citoyens ? Merci Henri. D'abord, bonjour et merci de m'avoir invité à conclure les travaux de cette matinée auxquels j'ai été le plus attentif possible pour essayer à la fois de vous donner quelques perspectives, mais aussi de reprendre quelques réflexions ou quelques perspectives que vous avez les uns et les autres, les unes et les autres développées ce matin. Tout d'abord, le Forum pour la gestion des villes que je représente, c'est environ 500 collectivités locales membres depuis une trentaine d'années. C'est un effectif de 70 entreprises et un réseau que pour certains vous connaissez, que nous avons intégré récemment, qui s'appelle le réseau Écoterre, qui est un réseau de l'économie numérique territoriale qui a rejoint le groupe Forum il y a maintenant quelques mois. Est-ce que les élus suivent? Est-ce qu'ils devancent? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils vont nous offrir la possibilité, lorsqu'ils légifèrent ou lorsqu'ils gèrent une collectivité, de répondre aux attentes citoyennes? Moi, je dirais que la meilleure réponse, c'est que pour les élus qui ne seront pas au rendez-vous, je vais dire du point de vue général, du numérique, c'est-à-dire des outils de lutte contre la fracture territoriale, pour ces élus, la messe est dite. Et les élections à venir seront l'occasion pour eux malheureusement de mesurer l'écartement entre la base citoyenne et leur vision de la collectivité locale. Donc est-ce que l'élu peut aujourd'hui être à l'écart de ce débat? Est-ce qu'il peut se permettre le luxe de ne pas s'y intéresser, de ne pas se documenter, de ne pas lui-même anticiper et réfléchir en groupe de travail, comme vous l'avez fait? La réponse est non, c'est impossible. Si l'élu ne fait pas ce travail, il se fera sortir parce que l'un d'entre vous a dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, dans la dernière table ronde, par la capacité du citoyen consommateur de zapper et donc de passer par perte et profit, non pas uniquement son syndic quand il trouve que ça fait très longtemps, mais son élu et son équipe municipale si elle n'a pas été à la hauteur, c'est-à-dire capable de répondre à ses attentes. Or, ce ne sont pas ses attentes. Ce ne sont pas les attentes de quelques personnes qui, d'un seul coup, se seraient réveillées en disant « il me faut telle ou telle technologie ou tel outil ». Non, ce sont des attentes qui sont issues de cette forme de mondialisation, de concurrence et d'accélération du temps qui vient non seulement de nos territoires, mais aussi de territoires étrangers qui sont eux aussi en train d'acquérir ce qu'on appelle des sauts technologiques, c'est-à-dire de franchir des étapes extrêmement importantes dans leur développement, d'acquérir des technologies nouvelles et donc de venir concurrencer ce qui était finalement assez confortable pour nous, c'est-à-dire une organisation, pas uniquement de l'immobilier et de bureaux ou d'immeubles que l'on reproduisait, comme disait notre ami architecte, depuis les années, je vais dire depuis Haussmann, mais il a dit depuis 50 ans, mais depuis plus longtemps que ça, depuis probablement une centaine ou près de 200 ans. Et donc c'est cette nouvelle forme de concurrence qui est en train de germer. Alors moi j'ai repris quelques
petite note, parce que quand j'ai préparé mon intervention, je me suis dit, mais la fibre, finalement, puisqu'il faut quand même revenir à ce sujet, on en parle, et c'est quoi dans mes souvenirs les plus anciens? Alors moi, je me suis souvenu que dans les années 70, j'avais été complètement subjugué par la fibre optique dans l'automobile. Alors ça parle peut-être pas pour certains, ou ça parle peut-être. Il faut être amateur d'automobile, il faut avoir quelques véhicules anglais en perspective. Et dans mes souvenirs les plus anciens, je me suis aperçu qu'un véhicule qui était une... Je vais faire un peu de pub pour quelques marques, mais n'y voyez aucun clin d'œil. Il n'y a pas de concurrence avec Orange, donc on va pouvoir le faire tranquillement. Une Jaguar, vous savez, un véhicule assez prestigieux des années 70. Une Jaguar XJ6 série longue avec un éclairage issu de la fibre optique. C'était quoi? C'était simplement qu'on avait imaginé, les ingénieurs de l'époque avaient imaginé qu'on allait mettre une petite centrale de production de lumière dans un coin du tableau de bord et qu'on allait, par des petits faisceaux, par des petites fibres, pouvoir joindre tous les éléments de commande du véhicule, tous les boutons poussoirs, tous les tachymètres et tout ce qui pouvait permettre de mesurer quelque chose à partir de cela. C'était extrêmement coûteux. Et ma première réflexion, ça fonctionnait. Mais ma première réflexion, ça a été de dire finalement, la fibre, c'est ce qu'il y avait de plus imaginatif et de plus précieux dans les années 70. Dans les années 80, on a imaginé au Japon les éclairages intelligents, c'est-à-dire ceux qui captaient avec un puits de lumière de fibre la lumière sur le toit pour venir la diriger dans les appartements ou dans les bureaux. Tout à l'heure, on a évoqué les murs intelligents. Eh bien, dans les années 70, on imaginait déjà que la fibre allait s'appliquer partout. Et moi, je pense qu'une des premières fractures que nous avons rencontrées, c'est que dans un monde où on voulait aller de plus en plus vite et de plus en plus dans les nouvelles technologies, c'est l'époque de Concorde, c'est l'époque des premières imaginations de lignes à grande vitesse, on a imaginé que la fibre allait être le pendant de cette technologie naissante, celle de l'accélération des temps de transport et des temps de déplacement des uns vers les autres. Et donc on s'est jeté, les ingénieurs de l'époque se sont jetés dans cet investissement qui a malheureusement été peu rentable, peu efficace, ni pour l'industrie automobile, ni pour l'industrie aéronautique, ni pour celle des télécommunications de l'époque. Et donc on a refermé le couvercle quelques instants. En fait, le monde n'était pas mûr et n'était pas prêt à entendre cela. On a imaginé dans les années 90 ce qu'on a appelé chez IBM et ensuite dans les grandes banques françaises, les bureaux à roulettes, ce que vous avez appelé tout à l'heure le télétravail. On a imaginé qu'on passerait au bureau un temps, puis on prendrait son ordi, on irait ailleurs, on pourrait travailler un peu partout. Et on avait les premiers essais dans les années 70, ça a commencé, mais dans les années 90, on a commencé à voir un certain nombre de paiements en ligne se faire, intrabanque, interbanque. Et donc, on a senti petit à petit que cette volonté d'accélérer les choses se concrétisait. Et puis, sur le plan de la société, on a regardé un petit peu ce qu'était la fibre par rapport au monde du savoir. Qu'est-ce qu'on attend à travers la fibre? On attend finalement de déplacer de plus en plus rapidement la connaissance de l'un vers l'autre, le savoir de l'un vers l'autre. Dans l'école du 19e siècle ou du 20e, c'est elle qui concentre le savoir et indirectement le pouvoir. L'école de Ferry, c'est celle où la technologie s'invite dans la salle de classe. Aujourd'hui, la technologie est dans la maison de chacun, dans l'appartement de chacun. Mais aller à l'école, c'était découvrir ce qu'était un tourne-disque, un aquarium, un téléphone, une télévision, un enregistreur. Donc on y mettait les technologies. Ça a disparu, c'est d'ailleurs une des raisons de la paupérisation progressive de notre tissu éducatif, c'est que les technologies ne s'invitant plus dans l'école, les jeunes et les moins jeunes se sont progressivement détournés. Tout à l'heure, on a dit, moi je ne joue pas, je ne télécharge pas. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil. Le téléchargement ou les jeux, c'est le meilleur outil anti-vieillissement. Aucun joueur d'échecs au monde, je sais que je vais me faire des amis, aucun joueur d'échecs au monde n'est atteint de la maladie d'Alzheimer. Compte tenu du taux de vieillissement de l'ensemble de la population mondiale, je rappelle que la Chine sera le plus vieux pays du monde dans 20 ans, le plus vieux et le plus dépendant, eh bien nous sommes dans une stratégie pour le vieillissement, qui doit nous engager à imaginer, et vous verrez pourquoi je vais finir par la fibre très fort tout à l'heure, imaginer que le téléchargement et les jeux intellectuels,
je n'ai pas dit les jeux personnels, comme à 19% ça a été rappelé tout à l'heure, mais les jeux personnels et les jeux intellectuels vont devenir les meilleurs outils de santé publique, c'est-à-dire la capacité de dégager d'immenses marges de valeur, de création de richesse, pour ne pas dépenser là ce que l'on peut économiser en permettant à nos modestes cerveaux de continuer de fonctionner intelligemment. Et je vous renvoie aux travaux d'un brillant chercheur, docteur en sciences cognitives, qui s'appelle Michel Noir, un ancien politique qui finalement a fait des sciences cognitives son travail du quotidien. La difficulté, c'est que la mobilité des richesses, la mobilité du savoir, la mobilité du pouvoir a été concentrée dans les années 70, 80, 90 et jusqu'au début des années 2000 pour ceux qui détenaient ce pouvoir. Seul un président de la République, un Premier ministre, je vous renvoie vers le dernier film qui est d'Orsay, qui est absolument délicieux, seuls ceux qui détenaient le pouvoir pouvaient dans une même journée être dans 5 points différents du territoire, assister à 2 ou 3 déjeuners ou dîners, organiser leur courrier, faire passer leur mail, organiser leur conf call, et tout ça dans un même temps. Pourquoi ? Parce que bénéficiant de pouvoirs illimités, financiers et intellectuels, toutes les technologies disponibles, et bien sûr en y incluant la fibre, étaient mises à leur disposition. Et la transformation, et peut-être le changement de la relation du citoyen à l'élu, vient du fait que pour tout un chacun aujourd'hui, il est possible quasiment à jeu égal de pouvoir faire la même chose que ceux qui détenaient seuls le pouvoir. Il fut un temps où le président d'Orange ou le président d'une grande entreprise était le seul à détenir un certain nombre d'outils, de déplacement, de véhicules, de moyens technologiques embarqués, permettant d'être en permanence connecté, de pouvoir assumer toutes les décisions d'une seule entreprise ou de plusieurs entreprises. Et ceci a beaucoup changé, puisque le citoyen consommateur aujourd'hui peut se déplacer en restant connecté et peut se permettre lui aussi d'enchaîner dans une même journée ces 2, 3, 4, 5 rendez-vous, 1, 2 déjeuners, dîners, dans des lieux différents, dans des moments différents. Ceci m'amène pour les élus à gérer ce qu'on appelle la fracture territoriale. Parce qu'au fur et à mesure que vous accédez, que nous accédons à ces nouvelles technologies et à cette mobilité, nous ne nous rendons pas compte que finalement, nous accentuons la fracture territoriale. Et la fracture territoriale, c'est celle qui fait que 60%, vous allez me dire, mais non, il n'y a pas de fracture territoriale, parce que si je me déplace sur le territoire, et même si je vais, je ne dis pas province parce que c'est très ancien régime, mais même si je vais sur un autre territoire, je suis capable de rester connecté grâce en effet à ma connexion Wi-Fi, éventuellement à une connexion ADSL, éventuellement à la fibre, si elle arrive dans le territoire où je me situe. Et donc, vous pensez une fracture territoriale qui est zone développée contre zone non développée. Or, la fracture territoriale dont je vous parle est celle qui, intraterritorialement parlant, dans un territoire, fait que 60% d'une population se retrouve à l'écart du savoir, à l'écart du travail, à l'écart des services. Et ça, c'est un élément pour l'élu qui est extrêmement structurant parce qu'il n'est plus uniquement en concurrence par rapport à d'autres territoires, ce qui dans votre tête est évidemment le point de départ. Je suis à Soissons, je suis en concurrence avec Roissy. Comment je peux lutter entre Soissons et Roissy ? Ça, c'est ce que l'élu de Soissons se dit, ou l'élu de Beauvais. Mais en fait, à Soissons intramuros, ou à Soissons ou à Roissy intramuros, j'ai les mêmes problèmes de fracture territoriale et il faut donc que je puisse travailler et lutter contre ces fractures. Alors, ces fractures s'accélèrent avec évidemment la concurrence mondiale qui permet de faire des sauts technologiques et des sauts de savoir-faire. Et vous allez me dire, mais pour l'immobilier et pour la fibre, ces deux composantes dont nous avons parlé ce matin, comment est-ce qu'on peut tracer quelques perspectives ? Alors, je voudrais vous proposer un ou deux concepts. Le premier concept, c'est ce que j'appelle le multiplicatif immobilier. Je ne sais pas à quoi ressemblera le bureau de demain, je ne sais pas à quoi ressemblera la maison de demain. Ce que je sais, c'est qu'il va y avoir un effet multiplicateur. Et il est multiplicateur parce que vous allez pouvoir passer d'un immeuble à un autre en ayant sur vous ce continuum de transmission d'informations sur l'ensemble des sujets qui vous passionnent, sur vos activités professionnelles, vos activités ludiques, vos jeux, sur l'information que votre syndic vous donne sur la raison de la panne d'ascenseur, ça va venir bien sûr, j'ai entendu et c'est évident, sur le coût
sur le tableau énergétique que vous aurez à disposition, qu'un grand opérateur, que je ne cite pas, va mettre à disposition de chacun pour savoir ce qu'il consomme en temps réel lorsqu'il est présent dans le bâtiment ou hors du bâtiment. Et donc ce que j'appelle la multiplication immobilière, c'est en fait le fait que nous n'allons pas réduire le champ des possibles de notre immobilier à une maison, un bureau pour 7 ans, lorsqu'auparavant c'était pour 20 ou 30 ans, mais où nous allons être consommateurs de services immobiliers en permanence. Je serai consommateur d'un micro-bureau là où je suis en déplacement, je serai consommateur d'un bureau dans le TGV, je serai consommateur dans mon appartement d'une part bureau, je serai consommateur dans mon bureau d'une part hébergement. Oui, oui, il va y avoir des bureaux probablement avec de l'hébergement, pas uniquement à l'Assemblée nationale, mais probablement dans d'autres espaces de travail. Et je vais donc demander à mes professionnels de l'immobilier de multiplier les adaptations possibles de l'immobilier à mon nouveau mode de déplacement physique et de déplacement intellectuel. Et ça, pour moi, c'est une évidence dans la transformation de notre société. Je n'aime pas le mot changement de société. Non pas pour des connotations politiques, parce que le changement, c'est maintenant, mais parce qu'il y a des difficultés à parler de changement en France, parce que le changement, c'est l'opposition des genres. Quand nos Allemands, eux, font de la complémentarité des genres le succès, et que nous faisons, nous, du changement des genres, notre opposition et notre disparition, notre destruction de valeur, il est temps de parler de transformation. Donc transformation de notre immobilier, c'est l'adaptation de notre immobilier progressivement à nos nouveaux modes de consommation de services. Et moi, je veux dire par là que la fibre est un des points de passage obligés. C'est un des points de passage obligés. Ce n'est pas le moyen unique, mais c'est un des points de passage obligés qui fait qu'à un instant T, dans un espace où je disposerai de la fibre, je serai sur la ligne de départ, au même niveau que tous ceux qui, dans le monde entier, au même moment, ont la même idée que moi. Parce que derrière l'accès à la fluidité et la rapidité de la transformation de l'information se cache en fait tout simplement la compétition mondiale. Je peux avoir la meilleure idée du monde si l'idée est créatrice de valeur et la valeur créatrice de croissance, et la croissance créatrice d'emploi. Si on imagine ça et que l'on le recherche, il faut bien partir du principe que pour pouvoir faire jeu égal avec ceux qui sont en compétition d'idées et de création de valeur avec nous, il faut que sur la ligne de départ, j'ai les mêmes moyens que les autres. Donc, si par bonheur, j'ai même des moyens plus rapides que les autres, je suis en avantage compétitif. À ce moment-là, c'est moi qui gagne la compétition. Et c'est ce qu'espèrent les Chinois, et c'est ce qu'espèrent les Indiens, et c'est ce qu'espèrent les Russes, c'est ce qu'espèrent les Allemands, les Américains et nous-mêmes. Savoir comment nous allons pouvoir, dans la compétition d'idées, avoir, nous, la première bonne idée qui fait que nous créons la valeur. Si je crée l'iPhone 5, je dois être le premier, le meilleur et le diffuser sur la terre entière. Et si mon carnet de commandes est plein, j'ai gagné mon pari industriel. J'ai une idée, je dois pouvoir la diffuser le plus rapidement possible. J'ai besoin de la fibre, au moins à un instant. Au moins à un instant, celui où je vais soit créer de la valeur ou où je vais propager la création de valeur qui est la mienne. Si on prolonge ce raisonnement et qu'on se pose la question de savoir comment on va pouvoir ensuite transférer ça sur la valeur du foncier et sur la valeur de l'immobilier, parce que moi je m'amuse beaucoup là-dessus. Mes élus me disent, mais j'ai un territoire en fracture territoriale double. Je suis à 1h30 de Paris, j'ai un foncier très peu cher. Peu cher, ça veut dire que l'habitat ancien est compris entre 500 et 1300 euros par mètre carré. J'ai 30% de ma population au chômage, extraordinaire. J'ai pas d'enfants qui restent sur le territoire, ils pensent tous qu'à partir. J'ai un très beau bâti ancien, la moitié de mon bâti est en secteur sauvegardé, superbe. Mais je ne sais pas comment faire. Et cette question-là, on me la pose partout en France où on est à 1h, 1h30 d'une métropole, c'est-à-dire d'un cœur de ville puissant. Alors, Henri me dira à quel moment je dois m'arrêter, hein, parce que j'espère que je ne vais pas dépasser le délai le temps qui m'est donné. Et la révolution immobilière en France, je vais parler de cette petite hexagone qu'on aime beaucoup, la révolution immobilière en France, elle va passer par le déblocage d'un foncier bon marché connecté. Ça se passe là. Il n'y a pas de Grand Paris. Je m'oppose assez fortement à la gouvernance du Grand Paris telle qu'elle est prévue et au fait qu'on ne regarde pas ce qu'est le bassin de vie.
Bon, on a créé des villes nouvelles. On parle un peu de Paris parce qu'on y est. Et puis, je crois que c'est quand même la moitié du moteur de croissance de notre pays. Donc, si on ne s'y arrête pas 2 minutes, on fait une erreur technique et même une erreur stratégique. Si on regarde ce qui se passe dans les années 60, plan d'aménagement du territoire, le général de Gaulle dit « je vais créer des villes nouvelles ». On fait la DATAR, on crée des villes nouvelles et on y met toute la technologie de l'époque. Hein. C'est-à-dire, à l'époque, la fibre, c'est quoi? C'est l'autoroute. Hein. Ça s'appelle une autoroute. Le téléphone et l'autoroute. Voilà. Je résume. Il me faut un câble qui aille à Cergy-Pontoise, il me faut une autoroute qui aille à Cergy-Pontoise. Voilà, ça, c'est l'objectif. Et je fais pareil autour de Paris. Je fais ça à Melun, je fais ça à Saint-Quentin, je fais ça à Marne-la-Vallée, je fais ça à Roissy. Voilà, c'est parti, on y va. Pardon? À part qu'au départ, il n'y avait pas d'autoroute à Melun, ce qui a retardé, effectivement. Voilà, bon, alors on va essayer on va pas refaire le match, mais oui. Il y a eu une erreur, vous avez parfaitement raison. Il y a une vision. Bon. Alors, il y a une vision, elle est ce qu'elle est, je persiste et signe. C'est la façon dont on débloque à l'époque du foncier. Le foncier à Cergy est pas cher, je débloque du foncier, j'aurai du logement, j'aurai du tertiaire, je vais y installer des sièges sociaux, et je vais y mettre SPI, je vais y mettre machin, bidule, très bien. Aujourd'hui, ce que la fibre et ce que les autoroutes de l'information peuvent permettre à notre territoire, c'est de redonner des poches de croissance extrêmement importantes et donc des poches d'emploi en reconnectant des tissus urbains anciens, dégradés ou non dégradés, classés ou non classés, utilisables à prix modéré, à moins d'1h30 autour des centres métropolitains. C'est là que ça se joue. Si ça ne se joue pas là, et sur la valorisation de notre patrimoine, nouvelles technologies et patrimoine, ça ne se joue pas là, il n'y a pas d'avenir à notre territoire, il n'y a pas d'avenir à notre pays, il faut faire autre chose, il faut aller ailleurs. Donc si on veut une véritable résurrection de nos élus et de nos citoyens sur la capacité de retrouver un élan, il faut que la fibre et il faut que les territoires bon marché se reconnectent pour que progressivement on retrouve pour le secteur de l'immobilier et notamment, vous avez parlé d'offres et de demande tout à l'heure, pour qu'on retrouve des poches de croissance extrêmement importantes, ça va se jouer là. Et c'est là où pour l'immobilier c'est un enjeu essentiel et c'est très, très subtil d'avoir organisé ce colloque ce matin pour créer ce lien entre ce qu'on appelle la fibre, cette nouvelle donne de la transmission de l'information et la croissance territoriale que je représente indirectement à travers ce réseau de maires, ce réseau d'élus denses et d'entreprises sur tout le territoire. Si on veut redonner du sens, il faut pouvoir joindre cette douce alchimie entre cette vitesse de l'information et ce foncier bon marché. S'il n'y a pas de foncier bon marché, il n'y a pas de croissance. La croissance des territoires et la croissance des villes, puisqu'on est aujourd'hui plus de la moitié sur la planète à vivre en ville, plus de 50% de la population mondiale vit en ville, à partir du moment où on accepte ce postulat, et pour redonner à la fois du lien social, limiter la fracture territoriale double et organiser un peu de croissance et un peu de bien-être à terme sur le territoire, il faut débloquer du foncier peu cher, et il faut donc, pour le débloquer, qu'on puisse le connecter au reste du monde. Cette connexion se fait par la fibre. Elle se fait par les moyens de communication embarqués, elle se fait et par l'automobile, qui deviendra intelligente et qui deviendra autonome. Et ça, il faut l'intégrer, la puissance publique l'intègre encore assez mal. Heureusement qu'on est limité sur le plan de l'investissement public en ce moment, sinon on penserait que tout passe par les LGV et par le TGV. C'est faux. Le réseau autoroutier français permettra dans 10, 15 ou 20 ans d'organiser la transmission des véhicules de façon programmée. On aura des trains de voitures, comme nos Allemands sont en train de le préparer. On aura la possibilité de monter dans un véhicule à 23 heures et de se faire déposer à 4 heures du matin à 500 km en ayant respecté les limitations de vitesse et en ayant dormi dans son véhicule. C'est demain, c'est pas après-demain, c'est demain. Et donc, ce réseau fantastique qui est le réseau routier autoroutier français va se métamorphoser progressivement pour accepter cette transmission de la mobilité physique. Mais qui dit mobilité physique dit accompagnement de cette mobilité par la mobilité intellectuelle et numérique qui permet donc, en même temps que vous vous déplacez, d'enchaîner à votre véhicule, à votre train, à votre vélo, à votre roller, à vos pieds, à ce que vous voulez, le continuum de l'information. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, le combat sur la fibre, qui est coûteuse pour l'instant, qui pose difficulté. Moi-même, dans notre immeuble dit intelligent, Paris 8e, j'ai immédiatement à notre arrivée dans les lieux, l'ancien immeuble des Échos, rue La Boétie, 46 Boétie, j'ai posé la question tout de suite
de la possibilité pour moi, ayant des bureaux un peu partout en France et ayant une centaine de colloques par an organisés, je me suis dit, il faut à tout prix qu'on se connecte pour diffuser nos images, pour un tas de choses, à la fibre. Et l'abonnement, à l'époque, quand j'ai posé la question, c'était il y a 3 ou 4 ans, l'abonnement était à 10 000 € quasiment mensuel pour arriver à faire en sorte que notre immeuble devienne intelligent. J'avais la fibre devant moi. Elle était là. Économiquement, je ne pouvais pas me la payer et donc j'ai reporté. Alors, bien sûr, gaz et eau à tous les étages, un jour, ce sera fibre à tous les étages. Ce sera peut-être... Est-ce que la fibre résistera à la transmission uniquement par les ondes? Est-ce que la fibre qu'on imagine comme le meilleur moyen et le plus efficace aujourd'hui pour transmettre de l'information, parce que c'est celui qui donne la meilleure définition, la plus grande rapidité, la plus grande capacité, la plus grande puissance, est-ce que dans 20, 30 ans, ce sera encore le même? Je ne sais pas. Mais dans le temps actuel et pour les 10, une dizaine d'années au moins, je ne fais pas trop long parce que les révolutions technologiques arrivent très vite, mais au moins sur une dizaine d'années, c'est probablement le mode de transmission le plus fort, le plus puissant. Alors à la fin, et c'est un peu ma conclusion, et j'espère que je n'aurai pas été trop long, je pense que on parle du prix parce que c'est ce qui, pour les promoteurs, pour les syndics, pour les élus qui ont une contrainte financière dingue à gérer, puisque, vous savez, ces élus qui ont une pyramide des âges avec une population territoriale très élevée, des dotations qui baissent, des recettes fiscales qui baissent, même si les taux d'imposition augmentent, et qui se disent il va falloir que je pilote ça comme une boîte, sauf que moi, je ne peux pas jouer sur la masse salariale. Là où on peut réduire la masse salariale, moi, je ne peux pas, parce que je suis contractuellement tenu par des contrats qui durent 40 ans. C'est ça, aujourd'hui, la réalité des choses, ce que France Télécom Orange a géré, une collectivité ne peut pas le gérer. Ne peut pas. Elle ne peut que espérer que la productivité des agents s'améliore. Pour que productivité s'améliorant, on retrouve l'utilité. Parce que vous ne pouvez pas faire disparaître les gens. Ils sont là, ils sont à l'effectif. Alors on se dit, mais c'est très cher. Et il faut se poser la question et réfléchir 20 secondes sur ce qu'est le concept de cherté. C'est cher à partir du moment où vous ne créez pas de valeur. Voilà. Le mot cher ne veut pas dire grand-chose, en fait. La cherté, c'est quelle est la capacité de création de valeur que j'ai en face cet investissement. Je préfère qu'on l'évoque ainsi. Je dois investir. Est-ce que cet investissement est rentable pour moi? C'est-à-dire, est-ce qu'il crée de la valeur? Est-ce qu'en créant cette valeur, je multiplie ma croissance territoriale? Est-ce que j'ai plus d'habitants qui viennent? Est-ce que j'ai plus de jeunes qui s'investissent? Est-ce que j'ai moins de chômage? Est-ce qu'à terme, j'ai moins d'Alzheimer? Est-ce qu'à terme, j'ai moins de maladies dégénératives, qui est un des sujets majeurs du vieillissement? Est-ce qu'en apportant à chacun tablettes et outils numériques, je crée plus d'avantages que je n'en détruis? Parce que bien sûr, certains diront, j'ai mon ado qui passe en effet 14 heures par jour. Voilà. Je suis désolé, mais c'est un combat d'arrière-garde. Il peut passer 14 heures. Moi, j'ai 6 enfants. Bon, je suis un peu touché par le sujet quand même. J'ai un peu tous les âges. Il faut un peu contrôler, mais pas trop. Parce que malheureusement, il faut accepter de vivre avec son temps. On a été affolé par le cheval vapeur. On a été affolé par l'automobile, l'électricité, les ondes hertziennes. Moi, j'ai des collègues au bureau qui m'ont dit « Je veux pas de boîtier Wi-Fi dans mon bureau. Je vais tomber malade. » Et c'était il y a 10 ans, hein, hier. Non, ce combat est un combat d'arrière-garde. On vit avec son temps, on vit avec sa modernité, on vit avec l'investissement. Le jour où il faudra fermer la lumière, on la fermera, mais on ne maîtrise pas pour l'instant. Ce n'est pas nous qui fermerons. Donc, faisons en sorte qu'au moins on accompagne ce mouvement et qu'on se pose la question à chaque fois qu'on a un coût d'investissement, quelle est la valeur ajoutée que je peux en obtenir, la création de valeur que je peux en obtenir, et derrière ça, la création de croissance et d'emploi qui va avec. Si on regarde ça par rapport au plan planétaire, et qu'on se compare, je fais beaucoup de conférences dans des grands colloques internationaux, notamment aux Émirats arabes unis, en Afrique, en Asie, nous devons avoir conscience que ces questions philosophiques et éthiques que nous nous posons sont à une année-lumière de ce que nos concurrents directs se posent. Ils sont en train de galoper, de se suréquiper, de surinvestir sur ces outils, sur ces moyens, y compris pour les très jeunes générations, et je dirais même surtout pour les très jeunes générations. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis il y a quelques années. J'ai travaillé pour une maison américaine longtemps. Le taux d'équipement dans les écoles en tablettes et en outils numériques, le câblage des écoles, le câblage des centres de recherche, c'est véritablement la création de valeur ajoutée pour les grandes organisations publiques et privées mondiales. Et si nous ne sommes pas
capables de relever ce défi et de foncer dans cette direction, nous serons probablement distancés et nous reculerons en termes de classement et progressivement, nous nous retrouverons en situation de désavantage compétitif. Donc, ma conclusion, c'est que la cherté n'est pas la question. Le coût d'investissement et le retour sur investissement est posé, que ce soit pour un syndic, pour un promoteur, pour un élu, pour une collectivité locale, pour une entreprise. Et de mon point de vue, c'est la confrontation de nos idées aux uns et aux autres, chacun dans notre compartiment d'activité, qui peut nous permettre de dégager ces marges et ces créations de valeur. Et la fibre, vous l'avez compris, elle est dans mon propos depuis 20 minutes à chacune des étapes. Mais j'aurais dit tout autant de positivité sur cette fibre que si j'avais dû évoquer le Wi-Fi, simplement parce que ce n'est qu'un moyen. C'est un outil au service de la transmission et du partage du pouvoir et de l'information. Et retenez toujours cette image. Il fut un temps, seul le président de la République pouvait faire 25 choses dans une même journée. Aujourd'hui, Henri Buzicazo peut le faire. Vous pouvez l'applaudir.